3 années. 3 années, c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'un groupe, né dans le froid de l'Angleterre des années 70, fasse émerger un mouvement entier dans le pays, le punk, et plus globalement marque le monde de la musique. Ce groupe, c'est les Sex Pistols, et on peut dire qu'ils ont vécu dans ce laps de temps énormément d'événements peu conventionnels. Ils ont enchaîné les scandales, déchaîné la presse, ils ont vu leur plus gros titre, God Save the Queen, être censuré par les radios et les disquaires, et malgré tout finir numéro 2 dans les charts, et encore, ce classement est soupçonné d'avoir été manipulé pour qu'il ne termine pas numéro 1, et dans tout ça, ils ont sorti un seul et unique album, Nevermind the Bollocks, encore aujourd'hui considéré comme une référence quand on parle de musique punk. Mais au-delà de leur musique, le groupe semble porter un message, celui de la volonté d'anarchie, une sorte de réponse ironique aux hippies et au mouvement Peace and Love d'après-guerre, comme en témoigne leur tout premier single, Anarchy in the UK. En tout cas, ça, c'est la version officielle. Mais en réalité, peut-être que tout ça n'était qu'un coup marketing. Derrière le groupe se cache un manager, qui va devenir l'un des hommes les plus controversés du monde de la musique, Malcolm McLaren. Malcolm, c'est l'homme derrière le groupe et il est soupçonné d'avoir construit les Sex Pistols de toutes pièces, plus ou moins dans le but de gagner de l'argent, ce qui est assez éloigné de l'idée du punk. Mais alors, qui est Malcolm McLaren? Comment lui et les Sex Pistols ont-ils changé l'Angleterre et le monde de la musique? Et les membres des Sex Pistols étaient-ils des pantins de Malcolm? On va voir que c'est un peu plus nuancé, je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, sur cette chaîne, je parle énormément de pays étrangers, comme le Royaume-Uni dans cette vidéo. C'est un pays dans lequel j'aimerais énormément retourner. Le problème, c'est que c'est extrêmement cher. Mais justement, j'ai une petite astuce si vous souhaitez trouver des billets d'avion au meilleur prix grâce au partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, entre autres, vous permet de masquer votre adresse IP et de vous localiser où vous voulez dans le monde. Et justement, les compagnies aériennes adaptent souvent leur prix en fonction d'où vous vous trouvez. Une petite astuce consiste donc à se localiser dans un pays avec un pouvoir d'achat plus faible, comme l'Inde, pour obtenir le meilleur prix possible. Grâce à ce changement de localisation qui se fait vraiment en un clic, vous pouvez également regarder des films et des séries disponibles seulement dans certains pays sur plus de 35 services de streaming et obtenir plus de 40% de contenu supplémentaire sur Netflix ou Disney+. Tout ça tout en étant plus en sécurité que jamais puisque CyberGhost chiffre vos données en ligne, ce qui rend vos activités invisibles et vous protège des sites malveillants. CyberGhost est dispo sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android et vous pouvez en faire profiter toute votre famille puisque l'abonnement vous permet de connecter 7 appareils. C'est ce que font déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Alors si vous voulez faire des économies, n'hésitez pas à passer par CyberGhost VPN. Avec mon lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Tout ça avec une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Nous sommes au début des années 70 et deux garçons sèchent les cours pour faire de la musique sur du matériel volé. Ces deux garçons sont Steve Jones et Paul Cook, réunis sous le nom de The Strands ou The Swankers. Un troisième membre, guitariste, les rejoint rapidement, Wally Nightingale. Ensemble, la petite bande, et notamment Steve et Paul, traînent dans des boutiques de Londres, dont une en particulier, Let It Rock, une boutique tenue par Vivienne Westwood et son mari Malcolm McLaren. Mais pour l'instant, Malcolm n'est pas une rencontre très importante pour les trois musiciens. Par contre, dans sa boutique, il y a un vendeur, Glenn Matlock, et lui, il intéresse le groupe. Rapidement, il devient le bassiste de la formation. Pendant ce temps, Malcolm, il a quelques autres problèmes à gérer, dont le principal est qu'il peine à faire marcher sa boutique. Plusieurs fois, elle va changer d'identité, passant de Let It Rock à Too Fast to Live, Too Young to Die, puis à Sex. Alors, quand le groupe lui demande de devenir leur manager, il les laisse un peu de côté. Cependant, plusieurs voyages en Amérique et une rencontre avec un autre groupe, les New York Dolls, vont faire évoluer la vision de Malcolm. Celui-ci va rapidement gérer les New York Dolls et ça ne va pas très bien se passer, mais c'est pas grave parce que ça ouvre les yeux de Malcolm sur une révolution qui prend place aux US, le punk. Et ça plaît à Malcolm, qui se reconnaît dans les idées prônées par les punks. Alors, au retour de son dernier voyage, il commence à prendre au sérieux la proposition de management des The Strands, qu'il finit par accepter. Et en fait, Malcolm, il a plus ou moins un plan. L'idée, ce serait d'avoir un groupe qui va représenter sa boutique de vêtements. Avoir des musiciens célèbres qui s'habillent avec des vêtements de sa boutique, qui fassent la promotion à la fois de ses vêtements et de ses idées, ça semble être une plutôt bonne idée. Alors, va pour être manager.
La première action de Malcolm en tant que manager va être de virer Wally, parce qu'il a des lunettes. En gros, Malcolm il considère que Wally il correspond pas exactement à l'énergie du groupe, donc il le vire, c'est ciao. C'est une assez mauvaise décision pour le groupe et vous allez voir que les mauvaises décisions de Malcolm, ça va être quelque chose de récurrent dans cette vidéo. Mais bref, là, le groupe a un problème. Steve Jones, qui était passé au chant, décide de revenir à la guitare, donc le groupe a un guitariste, un bassiste, un batteur, mais pas de chanteur. C'est embêtant. Heureusement, la boutique de Malcolm est fréquentée par quelques musiciens, dont une bande de John. C'est que des mecs qui s'appellent John. Et parmi eux, il y a John Lydon. Et non John Lennon, c'est un autre musicien, mais c'est pas la même... Bon, John, il a les cheveux verts, un t-shirt fait maison, je déteste Pink Floyd, aucun talent de chanteur et un sacré caractère. Il accepte donc d'auditionner pour le groupe, il chante assez mal et bouge étrangement sur le titre I'm 18 d'Alice Cooper, mais il plaît à tout le monde. Alors, il l'embauche en tant que chanteur. On l'appelle à présent Johnny Rotten et la formation se renomme Sex Pistols. Et là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a déjà un premier conflit avec Malcolm. Steve et Paul affirment qu'ils avaient déjà ce nom en tête bien avant que Malcolm ne devienne leur manager. Et Malcolm, lui, affirme que c'est son idée et que c'est lui qui a renommé le groupe. Ça paraît de rien, mais ça va être une situation qui va se reproduire énormément sans jamais qu'on sache qui détient la vérité. On va y revenir. Mais le deuxième problème, c'est que les membres du groupe, ils ne savent pas vraiment faire de musique. Wally savait faire de la musique, Glenn est bassiste, il sait jouer de la basse, mais les autres, ils tâtonnent, ils le font comme ils peuvent. Mais c'est pas grave, parce que si de loin ça paraît être un problème, en réalité c'est pas le cas. Parce que l'idée même du punk, c'est qu'il suffit d'avoir envie de faire les choses pour pouvoir les faire. Tu sais pas jouer de guitare et tu veux monter un groupe, procure-toi une guitare et monte un groupe, le reste on verra après. Et c'est dans cette optique que les Sex Pistols, sans jamais avoir sorti de single, commencent à faire des concerts trouvés par Malcolm. Ces concerts sont très remarqués, pas spécialement pour la musique, mais surtout pour l'ambiance chaotique qui y règne. Johnny est ultra énervé, les chaises volent dans la salle, il y a des vêtements arrachés, bref, c'est le chaos. Et ça fait parler les journalistes. Sans même avoir sorti un seul titre, les Sex Pistols commencent à devenir un petit phénomène en Angleterre. Un phénomène ultra mal vu, ultra détesté, mais un phénomène quand même. Et s'il y a bien une catégorie d'acteurs qui passe au-dessus des polémiques, c'est les maisons de disques. Et elles sentent bien que ce petit groupe peut leur rapporter beaucoup d'argent. Et si, a priori, on peut se dire que Malcolm va évidemment refuser les avances des majors, eh ben, c'est pas le cas. En réalité, il accepte les 40 000 livres de tests offerts par EMI. Ça permet au groupe de sortir son premier single, Anarchy in the UK, le 26 septembre 1976. Le single marche parmi la jeunesse britannique, mais il faut évidemment plus que ça. Pour changer le pays, il faut toucher tout le monde. Et c'est ainsi que le groupe se retrouve à la télévision pour ce qui va être un moment historique de la télé anglaise. Alors, ça peut vous paraître peut-être de pas grand chose, mais à l'époque, ces quelques minutes diffusées le 1er décembre 1976 vont tout changer. Ça met le punk et surtout l'attitude punk sous les yeux de l'Angleterre tout entière, y compris ceux qui n'avaient pas du tout envie de voir ça. Et ça, c'est très fort. I think most of these groups would be vastly improved by sudden death. The worst currently are the Sex Pistols. They are the antithesis of humankind. Le groupe termine l'année sur ça, mais ils ne savent pas encore ce qui les attend l'année suivante. 3, 2, Happy 1977! L'année 1977 commence et Malcolm en a marre du bassiste, Glenn, l'ex-vendeur occasionnel de sa boutique. Sa justification, c'est « il nous casse les pieds avec les Beatles ». Mais visiblement, pour une fois, Malcolm voudrait que l'idée ne vienne pas de lui. Alors, il va faire croire à Glenn que c'est Johnny, le chanteur, qui veut qu'il parte. Heureusement pour lui, Glenn en a déjà marre du groupe de son côté. Et donc, se sentant de toute façon poussé à partir, il quitte la formation. Vous vous rappelez quand je vous disais que les mauvaises décisions de Malcolm, ça allait être quelque chose de récurrent? Bah ça, c'est une très mauvaise décision. Pour deux raisons. Déjà, Glenn, c'était un bon musicien, qui éventuellement écrivait les compos pour le groupe.
groupe. Genre l'écrasante majorité des compos, celles qui ne sortaient pas, ou en tout cas pas encore. Je vous rappelle que là, ils sont en train de devenir célèbres dans toute l'Angleterre, en ayant sorti une seule musique. À un moment, ça va s'épuiser. Mais du coup, avant de pouvoir aller écrire des morceaux, maintenant il faut recruter un nouveau membre. Et ce nouveau membre, ça va être Sid Vicious. Bon, Sid, il fait partie de la bande des John du début. Et oui, il s'appelle pas vraiment Sid, il s'appelle John. John Simon Ritchie, exactement. C'est donc un ami de Johnny Rotten, le chanteur, c'est un fan du groupe, il est déjà impliqué dans leur succès, il vient aux répètes, il vient aux concerts, bref, pourquoi ne pas le recruter après tout? Alors, une raison quand même qui aurait pu empêcher son recrutement, c'est que Sid devient le bassiste du groupe, alors qu'il n'a globalement jamais joué de basse. Mais c'est pas grave, mais une autre raison qui aurait pu empêcher son recrutement, c'est que Sid, il est un peu violent et très instable psychologiquement. Mais visiblement, c'est pas grave non plus, Malcolm aime bien le personnage, alors allons-y. Problème suivant, ça ne s'arrête jamais. Vous vous rappelez de l'émission en décembre de l'année dernière là? Elle a pas trop plu à EMI, la maison de disques, qui les ont donc virés en janvier 77. Mais c'est pas grave non plus, puisque le groupe a d'autres propositions et Malcolm les fait signer chez A&M en mars 77. La cérémonie se déroule devant Buckingham Palace, le groupe se saoule et décide d'envahir les bureaux de leur maison de disques. Ils draguent ou agressent le personnel, se mutilent dans les bureaux, 6 jours. Ils ont tenu 6 jours avant d'être expulsés. Pourtant, cette fois, ils ont un single qui est prêt, mais ils ne peuvent pas le sortir. Jusqu'à ce qu'à peine 3 mois plus tard, Malcolm leur trouve un nouveau contrat avec Virgin. Les Sex Pistols vont pouvoir enfin sortir leur deuxième morceau, God Save the Queen. Ça y est, cette fois, le groupe a une maison de disques, un morceau composé, écrit, enregistré, mais l'usine refuse de presser le single. La pochette du single, c'est ça, et autant vous dire que ça ne passe pas dans une Angleterre profondément attachée à la monarchie. Il faut donc trouver une autre usine, et enfin, le single sort. Et là, c'est l'explosion. Tout dans l'Angleterre de l'époque est vu comme problématique. Le fait que ce soit une version sarcastique de l'hymne national, la pochette, mais aussi le texte qui commence littéralement par God Save the Queen de Fascist Regime. Bref, la BBC et toutes les radios le bannissent, mais ça ne suffit pas, les copies tournent partout dans le pays et le single se hisse à la 2e place avec de fortes rumeurs toujours en vigueur aujourd'hui visant à dire qu'ils auraient dû être premiers. Mais Malcolm, vous commencez à comprendre le personnage, il veut aller plus loin. Alors pour promouvoir le single, il décide de faire un des coups de communication qui va marquer encore une fois l'Angleterre. Il va louer un bateau et faire interpréter le single sur la Tamise, ce qui est une parodie du jubilé de diamants de la reine Elisabeth II qui se déroulait quelques jours après son coup publicitaire. Ça fait parler les journalistes, c'est fou de faire ça à cette époque, vous connaissez le rapport du pays avec la monarchie, bref, ça hisse les Sex Pistols à un niveau de célébrité encore plus haut que précédemment. Sauf que ce succès a caché sous le tapis de gros problèmes, notamment entre Johnny et Malcolm. Je vous ai dit que dans cette vidéo, il y aurait de nombreuses mauvaises décisions de la part de Malcolm, et peut-être que pour l'instant, vous vous dites qu'en vrai, ça va, ça pourrait être pire. Il fait quand même des coups de communication assez forts, il a réussi à trouver beaucoup de deals en peu de temps, et objectivement, c'est quand même un peu grâce à lui que les Sex Pistols sont aussi connus, encore une fois, sans sortir de musique. Oui, mais déjà, il y a un problème d'argent. L'argent des maisons de disques et les royalties des 2 premiers titres, c'est en très grande partie Malcolm qui le touche. Et il le fait pas pour devenir riche, il le fait parce qu'il a une obsession depuis bien avant les Sex Pistols, c'est de tourner un film. Il veut absolument tourner un film et donc il lui faut de l'argent pour le produire. Sauf qu'en attendant, non seulement c'est pas juste vis-à-vis du groupe, mais en plus c'est pas comme si ça allait pour eux. Il les laisse dans des conditions minables, en sachant que Malcolm est de 10 ans plus vieux que Johnny par exemple, qui à l'époque n'a même pas 20 ans. Petit rappel rapide, à cette époque les classes ouvrières dont sont issus les membres des Sex Pistols traversent une crise sans précédent. Le pays est en grève, le taux de chômage a explosé, la pauvreté ravage le pays et la jeunesse est désespérée en fait. Il n'y a pas d'espoir pour eux et on leur fait bien comprendre. Cette situation, d'ailleurs, ça a été le terreau fertile pour faire exploser le punk dans le pays. Mais
À la base, Johnny Rotten, il veut s'en sortir en fait. Évidemment qu'il veut de l'argent. À l'époque, ils habitent dans un squat, ils ont à peine de quoi manger, alors qu'ils voient bien qu'ils vendent énormément de disques et qu'ils sont partout. Donc déjà, là, il y a une grosse injustice dans le groupe. Et en plus de ça, Malcolm, il a une justification en privé. Il cherche volontairement à énerver Johnny et à le maintenir dans la pauvreté pour qu'il ne s'embourgeoise pas et que sa rage soit intacte pour continuer à faire des conneries en concert en gros. Je pense que j'ai pas besoin de faire de commentaires là. Mais c'est pas tout. Vous avez peut-être remarqué une chose jusqu'ici dans la vidéo, les Sex Pistols, ils ne sortent pas de musique. Ils ont sorti 2 singles, et surtout aucun album. Et ça, ce n'est clairement pas la volonté du groupe. Le groupe, lui, veut avancer, notamment Johnny. La raison pour laquelle il reste, malgré le problème d'argent, c'est qu'il veut faire avancer le groupe. Il veut sortir des musiques et faire des concerts. Sauf que Malcolm, il veut un peu tout l'inverse de ça. Malcolm, il a voulu créer un groupe dit dangereux, avec une réputation sulfureuse. Quand les concerts sont annulés parce que personne ne veut recevoir ce groupe, ce qui arrive très souvent, ça le ravit. Sauf que le groupe, c'est un groupe de musique, et donc ils ont envie de faire de la musique et de faire des concerts. Donc eux, ils sont dégoûtés. D'autant qu'entre-temps, il y a d'autres groupes qui sortent des projets punk, parce que la vague, elle a donné envie à plein d'autres gens de faire du punk. Heureusement pour eux, ils vont réussir à débloquer la situation et sortir un album, Nevermind the Bollocks. Et évidemment, c'est un succès absolu. Mais ils ne le savent pas encore, mais c'est aussi le début de la fin. Les tensions au sein du groupe sont à leur comble. Johnny en veut à Malcolm, vous comprenez bien pourquoi. Malcolm répond en disant qu'il fait sa diva, bref, le groupe est au bord de l'implosion. Mais Malcolm décide d'emmener les Sex Pistols en tournée aux États-Unis. Et c'est catastrophique. Les concerts sont à base de bagarres, de crachats, le groupe joue très mal, ils sont défoncés sur scène, notamment le bassiste, on va y revenir, mais bref, c'est un enfer. Et à ce stade, ça ne peut pas bien finir. Le 14 janvier 1978, à San Francisco, le groupe joue ce qui sera son dernier concert, s'achevant sur la phrase pleine de rage de Johnny « Vous n'avez jamais eu le sentiment de vous être fait avoir ?» Johnny annonce de lui-même la séparation du groupe dans une interview. Mais Malcolm, lui, se dit que ce n'est pas si grave, et que c'est même pas plus mal. Johnny part, c'est pas grave, c'est pas lui les Sex Pistols, on va trouver un autre chanteur. Alors, avec Steve et Paul, ils vont s'envoler pour Rio et recruter un nouveau chanteur. Plus précisément, un criminel recherché par la police qui s'appelle Ronnie Biggs et qu'ils vont engager pour faire des concerts. C'est pas une blague. Johnny, lui, de son côté, crée un nouveau groupe et signe chez Virgin, le label dans lequel il était avec les Sex Pistols, et il va attaquer son ancien manager en justice. J'ai pas trouvé d'informations précises et juridiques sur le procès, mais ce qu'on sait, c'est que Malcolm va le perdre, il va perdre les droits sur tout globalement, et de l'argent va revenir aux membres du groupe. Je vous rappelle que Malcolm, il était même pas producteur, pas du tout. Il était manager. Sauf que malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le succès du groupe, cette dernière année, est en grande partie dû à un membre, Sid Vicious. Et c'est pas pour les bonnes raisons. Sid Vicious, il est tombé dans la drogue dure. Tout le groupe consomme de l'alcool, de la drogue douce, mais Sid, il est accro à la seringue, notamment à cause de sa petite amie Nancy. Et là, tout le groupe et Malcolm ont essayé de l'éloigner de cette influence absolument néfaste qu'est Nancy, qui elle aussi était profondément accro, sauf que Sid n'en a jamais démordu. Il faut savoir qu'à partir du moment où il est rentré dans le groupe, il a attiré toute l'attention sur lui. C'était lui le provocateur d'énormément de bagarres en interne ou avec le public. Il tombait sur scène plusieurs fois tellement il était défoncé. Il était notamment connu pour porter des croix gammées sur ses t-shirts. Il crachait sur tout le monde, mais c'était en partie ce qui plaisait au public. Et Sid était extrêmement aimé, notamment par les jeunes femmes fans de punk. Parce qu'il était un peu beau gosse, Sid, on va pas se mentir. Mais il est accro à la seringue. Et en même pas 6 mois, la vie de Sid va s'écrouler. D'abord, il va être accusé de meurtre. Nancy, sa petite amie, âgée de 20 ans, va être retrouvée morte dans leur chambre d'hôtel. C'est Sid qui a appelé la réception au matin pour avoir de l'aide et il ne se souvient de rien. Il ne sait pas si c'est lui qui l'a tué. Mais du coup, il est accusé. Malcolm va le défendre, va payer toute la défense possible. Il va tout faire pour le sortir d'affaire, mais Sid va mourir.
Il décède à 21 ans d'une overdose en 1979, à peine un an après la fin des Sex Pistols. Tout le monde a vu sa chute et personne n'a pu vraiment l'en empêcher. Bon, il reste une question qu'on a évoquée un petit peu tout au long de la vidéo, mais à laquelle on n'a pas encore de réponse claire. Les membres des Sex Pistols étaient-ils des pantins de Malcolm? Et je voudrais répondre à cette question en apportant de la nuance. Déjà, toutes mes sources seront en description, comme pour toutes les vidéos. Il y a beaucoup de faits et de détails qui se contredisent dans cette histoire. Si je peux vous conseiller 2 documents qui montrent les 2 points de vue principaux. Du côté du groupe, il y a le film L'Obscénité et la Fureur, dispo gratuitement sur YouTube, sous-titré en français, et du point de vue de Malcolm, il y a l'excellente BD L'Art du Désastre, en français également. Maintenant, je pense que d'une part, oui, les Sex Pistols étaient un petit peu les marionnettes de Malcolm. D'abord, d'un point de vue politique. Il y a une contradiction qui est parfois reprochée aux Sex Pistols a posteriori, c'est le fait qu'ils n'avaient pas de conviction politique, qu'ils ne portaient pas le message du punk, qui est quand même un mouvement de base assez politique. Et ce reproche-là, il est assez vrai, mais ils le disent eux-mêmes. I wasn't interested in talking about politics after the show. I didn't even know who the fucking Prime Minister was at the time. En ce sens, ils n'ont été que les porte-paroles de Malcolm, et même là, on peut douter de l'honnêteté de McLaren dans ses revendications. D'ailleurs, anecdote, dans les années 2000, il a fait campagne pour devenir maire de Londres. Sa campagne a d'ailleurs, entre autres, été financée par Sony Music, et il n'a pas des revendications anarchistes, ni vraiment révolutionnaires d'ailleurs. Ensuite, ils étaient quand même très tributaires des décisions prises par le manager, que ce soit sur les membres du groupe, mais aussi sur les décisions marketing. Mais de l'autre côté, artistiquement, c'était bien eux. Et en soi, ils ont porté un message avec leur art, puisqu'en fait, une partie des revendications punk, c'était juste faites de la musique, même si vous ne savez pas en faire. Et d'ailleurs, énormément de groupes sont nés grâce à eux, grâce à cette libération soudaine de la musique. C'est difficile de juger quelle place a occupé Malcolm dans les faits. Il a sans aucun doute manipulé certains aspects de leur carrière et de leur image. Mais les membres du groupe ont aussi apporté une contribution artistique qui leur est propre. Toujours est-il qu'il a pris des décisions objectivement assez mauvaises, de manière consciente et inconsciente, et le destin des Sex Pistols aurait été sûrement assez différent sans lui. Après, est-ce que le groupe aurait été connu ou pas sans lui ? C'est une autre question. En attendant, dans notre univers, il reste un groupe de punk mythique qui a laissé une empreinte sur le monde de la musique. À jamais. Merci encore à CyberGhost de soutenir la chaîne. Si vous voulez découvrir de nouveaux pays, c'est le meilleur moyen d'avoir des billets moins chers pour seulement 2,3 € par mois, et vous pouvez l'essayer sans risque avec la garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Lovie. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.